Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. On distingue dans les supraconducteurs deux types de supraconducteurs. D'abord, dits de type 1, comme l'étain ou le plomb, qui sont souvent appelés supraconducteurs dits mous, à cause de leurs propriétés mécaniques. Simplement, le plomb et l'étain sont des matériaux assez ductiles. Et il y a les matériaux dits de type 2, ou supraconducteurs durs, parce qu'ils sont plus durs, tout simplement. Pour ces supraconducteurs de type 2, on constate que l'Feld-Meissner est parfaitement respecté jusqu'à un champ critique BC1, puis il est imparfait, mais toujours supraconducteur, c'est-à-dire qu'une partie du champ magnétique pénètre le matériau, jusqu'à un champ critique BC2, où le matériau redevient normal. Donc si on regarde l'aimantation de la substance due au champ magnétique appliqué, on constate par exemple que pour le plomb de type 1, avec le champ magnétique appliqué, il y a des courants qui se forment dans le supraconducteur, et d'où une certaine aimantation qui augmente, jusqu'à le champ critique BC, où le matériau redevient normal, et typiquement non magnétique, le champ magnétique passant à travers. Pour un supraconducteur de type 2, on a une augmentation jusqu'à un champ BC2, puis l'aimantation diminue progressivement jusqu'à un champ BC2. Pardon, là c'était BC1. Si on regarde le diagramme d'état, en fonction de la température, pour un supraconducteur de type 1 ou 2, on a un comportement typiquement comme ceci, jusqu'à la température critique, avec un champ magnétique appliqué, ici le champ magnétique critique, où le matériau est supraconducteur en dessous et normal au-dessus. Pour un supraconducteur de type 2, on a BC2, où le champ magnétique critique 2 est plus élevé, avec ici l'état normal, l'état supraconducteur, et ici un état dit mixte. Dans les supraconducteurs, le champ BC2 est généralement assez grand, assez élevé. Ça en fait donc des candidats idéaux pour la conception, par exemple, d'électroaimants puissants avec de forts champs magnétiques, la substance gardant ses propriétés supraconductrices. Pour comprendre ce comportement, on va considérer l'énergie libre des électrons électroniques et magnétiques par unité de volume. Donc, on a ici l'interface, la surface du supraconducteur, avec, nous traçons ici la valeur de l'énergie libre. Alors, l'énergie libre électronique est due aux paires de Cooper, et du fait qu'ils sont dans leur état de base, ça provoque une diminution de l'énergie sur une longueur, à l'interface c'est 0, puis elle diminue sur une longueur qui est typiquement la longueur de cohérence xi. L'énergie magnétique, elle, est due au courant de surface. Il y a la pénétration du champ magnétique dans la surface et provoque une augmentation de l'énergie, typiquement sur une longueur de pénétration lambda, comme ceci. Dans les supraconducteurs de type 1, la longueur de cohérence est plus grande que la longueur de pénétration. Si on fait la somme des deux, on obtient une énergie typiquement comme ceci, en fait plus courte. On a donc près de la surface, à l'interface avec l'air par exemple, une énergie plus grande, due à l'énergie magnétique. Et ceci n'est pas favorable à l'existence d'interface, donc le milieu supraconducteur a tendance
à minimiser les surfaces, les interfaces avec le monde extérieur. Évidemment, ça dépend de la géométrie de l'objet. La surface totale est imposée. Dans un supraconducteur de type 2, la longueur de pénétration est plus grande que la longueur de cohérence. Et quand on fait la somme des deux, on obtient au contraire une énergie négative près de la surface. Et cette énergie négative est donc favorable à l'existence de ces interfaces avec le monde extérieur. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on augmente la valeur du champ magnétique? Alors, au début, l'énergie magnétique est faible, et ce qui domine, c'est l'énergie libre électronique, et on a un comportement classique de supraconducteur. Dès qu'on dépasse une certaine valeur, ce comportement apparaît avec une énergie favorable à l'existence d'interfaces, et donc au-delà d'un champ critique BC1, il se forme des filaments, des tubes dans le supraconducteur de zones normales, non supraconductrices, avec un courant à l'intérieur qui compense le champ magnétique, et le champ magnétique passe à travers le filament. Donc ces filaments se forment parallèlement au champ magnétique. Donc si on regarde le supraconducteur vu par le dessus, le champ magnétique étant comme ceci, on a un courant superficiel ici, autour, qui va compenser et empêcher la pénétration du champ magnétique. Et on a formation de filaments avec un courant qui va dans l'autre sens, le champ magnétique passant par ces trous. Trous au sens état du matériau. Il n'y a pas de trou physique évidemment. C'est des zones supraconductrices avec des petites zones normales sous forme de tubes de filaments. Et le champ magnétique passe à travers ces tubes. La disposition est typiquement géométrique pour des raisons de minimisation de l'énergie. Les trous ont tendance à se disposer géométriquement. Si on augmente encore le champ magnétique, on mesure aussi que dans un tube passe exactement un quantum de champ magnétique. Donc nous avions vu cela, la quantification du flux magnétique, dans le trou passe un quantum. Donc si on augmente encore le champ magnétique, il se forme de plus en plus de vortex, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des vortex, et tous ces vortex finissent par remplir tout le matériau, qui devient alors normal, c'est quand on atteint la valeur de BC2. On a visualisé ces vortex par des techniques de poudre magnétique. Il suffit de disperser une fine poudre magnétique sur la surface pour visualiser les endroits où le champ magnétique pénètre, et aussi également par diffusion de neutrons, qui permet de visualiser la structure géométrique très facilement. Les électroaimants sont très utiles dans l'industrie et les applications scientifiques. Et plus ils sont puissants, plus ils sont utiles. Par exemple, dans les accélérateurs de particules, les particules chargées tournent dans un anneau, et pour forcer cette trajectoire circulaire, on utilise des bobines magnétiques, des électroaimants, de façon à dévier la trajectoire des particules pour qu'elles tournent. Et plus l'accélérateur est puissant, plus les particules vont vite, plus il faut des électroaimants puissants. Le summum étant atteint par le LHC, le grand accélérateur de particules à la frontière franco-suisse, où sur plusieurs dizaines de kilomètres, on a de très très puissants électroaimants pour dévier des particules, des protons, qui vont presque à la vitesse de la lumière. On recherche donc des électroaimants très puissants, et même dans l'industrie, la mécanique, on aime les électroaimants puissants. Jusqu'à un champ magnétique de l'ordre de 1 Tesla, on fabrique typiquement des électroaimants en bobinant des fils de cuivre autour d'un noyau de fer. Ça, c'est l'électroaimant
classique, même pour des champs magnétiques plus faibles, c'est typiquement la structure qui est utilisée. Par exemple, dans un baffle d'une chaîne IFI, on a typiquement un électroaimant de ce type qui permet d'actionner la membrane et de transmettre le son. Au-delà de ces valeurs, le courant qui passe dans les fils de cuivre devient trop important. Il chauffe, il ferait fondre les fils de cuivre si on essaye de faire passer les courants plus forts. Donc ce qu'on utilise, ce sont des disques de cuivre évidés qui permettent de faire passer un courant plus fort. On appelle ça une bobine de bitter. Ça permet d'atteindre jusqu'à 30 Tesla. Et je vous prie de croire que ça chauffe comme un radiateur électrique. Et on peut atteindre jusqu'à 50 Tesla, mais de manière pulsée. Au-delà, si on essayait de manière continue, le cuivre fondrait. Donc, de manière pulsée, avec des impulsions de l'ordre de 10 millisecondes, on peut atteindre 50 Tesla. La supraconductivité est limitée à environ 30 Tesla. C'est la limite théorique de la théorie BCS, de l'ordre de 30 Tesla. Pour la valeur BC2 du moins, dans le cas des supraconducteurs de type 2. Donc, on a cherché... La supraconductivité est limitée à 30 Tesla. C'est la valeur maximum environ de BC2. Pour fabriquer l'électroaimant, on utilise typiquement des fils de niobium qui ont un champ critique 2 très élevé, des fils très fins, de l'ordre de 30 microns de diamètre, où on va faire passer un courant extrêmement intense. Peu importe qu'il soit fin, leur résistance est nulle. On les noie dans une matrice de cuivre et d'aluminium qui, elle, est très épaisse. Alors pourquoi? Parce que le cuivre et l'aluminium, eux, ne deviennent pas supraconducteurs. Et dans la phase normale, ce sont plutôt de bons conducteurs de courant. Parce qu'on fait passer des courants très intenses dans le fil supraconducteur. À noter qu'ils ne vont pas passer dans le cuivre et l'aluminium qui ont une certaine résistance. Donc le courant va passer par le fil supraconducteur. Mais on atteint des énergies considérables. Pour 10 Tesla, l'énergie magnétique stockée dans le fil est de l'ordre de 40 joules par centimètre cube. C'est beaucoup. Si pour une raison ou l'autre, le fil supraconducteur perd sa supraconductivité à cause d'un courant trop fort, un champ magnétique trop intense, ou parce que la température augmenterait, la résistance devient brusque, il passe en phase normale, l'énergie stockée sous forme magnétique va se propager sous forme d'un courant persistant, très intense, qui va instantanément faire fondre le fil de niobium. Donc, on le place dans une gaine de cuivre et d'aluminium, de façon à ce qu'en cas d'incident, ce surplus de courant passe par le cuivre et l'aluminium, plus épais, bon conducteur, et qui peut supporter au moins quelques instants un courant aussi intense. Parce que c'est des choses qui arrivent. Si on reprend l'exemple du LHC, au début, quand ils l'ont construit, ils ont fait toute une série de tests, ça marchait très bien, et puis ils ont tenté de passer en régime, fonctionnement continu, pour faire fonctionner l'accélérateur. Et la mauvaise surprise, un des électroaimants a pété. Les fils ont fondu, catastrophe. Ça a coûté très cher, ça a coûté plusieurs mois de réparation. C'est exactement le phénomène que je décris qui s'est passé. Il y avait une mauvaise soudure sur un des fils, ce qui provoquait une résistance électrique, ce qui provoquait, avec le courant qui passe, un léger échauffement suffisant pour faire perdre la supraconductivité au fil de niobium, et boum, échauffement, destruction des câbles. Les dégâts ont été limités grâce à la technique que j'ai dit, mais ils étaient quand même assez importants. On peut atteindre des champs en mode continu jusqu'à 40 Tesla en combinant
des bobines de bitter avec un aimant supraconducteur. Donc on profite là un peu des deux techniques et on atteint des champs jusqu'à 40 Tesla. À noter que le niobium n'est pas utilisé dans beaucoup d'applications, sauf peut-être celle-là. C'est à tel point que lorsqu'on a construit le LHC, ils avaient besoin de beaucoup d'électroaimants supraconducteurs tout le long, sur des dizaines de kilomètres, et des gros électroaimants. Ils avaient donc besoin de plusieurs kilomètres de fils en niobium. Ils en avaient besoin d'une telle quantité qu'ils ont vite compris que la production mondiale de fils de niobium était insuffisante. Et donc, ils ont construit en surface une usine rien que pour produire le fil de niobium qu'allait servir à construire les électroaimants du LHC. Ça donne une idée de l'ampleur de l'entreprise. Un autre aspect des supraconducteurs, c'est qu'ils fonctionnent à basse température. Or, les maintenir à basse température, c'est coûteux. En particulier, l'hélium liquide n'est pas facile à obtenir et au moindre réchauffement, il s'évapore très très vite. C'est un gaz difficile à maintenir à basse température et la fabrication d'hélium liquide est coûteuse. Donc, on a toujours recherché des supraconducteurs avec des températures critiques les plus élevées possibles. Parce que ça permet de descendre à des températures moins basses, c'est moins coûteux. Camerlingh Holmes avait découvert la supraconductivité du mercure à une température de 4,15 Kelvin. Donc on a testé des tas d'autres substances et des alliages, surtout métalliques, et on a progressivement trouvé divers alliages avec des températures critiques un peu plus hautes. C'est arrivé jusqu'en 1973, où l'alliage de niobium-germanium atteint une température critique de 23,2 Kelvin. C'est déjà une température relativement correcte, mais on est toujours dans l'hélium liquide. Le maximum théorique est d'environ 30 Kelvin, donc on n'espérait pas faire beaucoup mieux. Donc parallèlement, on a testé d'autres substances. On a commencé à tester des substances organiques. Notons que dans les substances organiques, les structures, généralement des chaînes de carbone cycliques, forment des plans dans lesquels circulent les électrons et la supraconductivité est anisotrope, donc elle se produit essentiellement dans certaines directions privilégiées. Et on a obtenu ainsi des températures jusqu'à 8,1 Kelvin en 1985. Alors 8,1 Kelvin, c'est pas terrible non plus, c'est vachement froid. Donc c'était un peu décevant. Parallèlement, on faisait aussi des essais sur des substances de type perovskite. Alors ça, ce sont des minéraux avec une structure particulière appelée perovskite. On a découvert que la perovskite, strontium, titane, oxygène 3, en fait exactement strontium, titane, oxygène 3 moins X, le X représentant la proportion d'oxygène, a permis ainsi de vous découvrir qu'il était supraconducteur en 1967 avec 0,3 Kelvin, donc c'est encore plus froid. Mais bon, cette substance était supraconductrice. En essayant diverses combinaisons, en 86, on découvrit que le lantane, cuivre, oxygène 4, avait une température critique, dopé au barium, avec des ions barium 3+, qui se substituent au lantane, donc pas un composé très simple, mais en fait de toutes sortes d'essais de composition, ils ont testé ce matériau-là. Et la surprise, sa température critique était de 30 Kelvin. Ça, c'était une grosse surprise. Étant donné qu'on obtenait cette fois-ci une température particulièrement élevée par rapport à tout ce qui avait été obtenu jusque-là, supérieure à tout ce qui avait été obtenu jusque-là. Donc à partir de là,
la recherche intensifiant, on commençait à beaucoup étudier ce type de composé. Et en 87, on découvrit la substance appelée YBACUO, qui est en fait de l'yttrium, du barium, du cuivre et une certaine proportion d'oxygène. Et cette substance était supraconductrice à 92 Kelvin. La température critique était de 92 Kelvin. Avec deux surprises là. D'abord, avec 92 Kelvin, ça y est, on venait de dépasser la température de l'azote liquide. La température à laquelle l'azote se liquéfie. On pouvait donc utiliser de l'azote liquide pour refroidir ce type de supraconducteur. Et ça, c'est un énorme avantage. Parce que l'azote liquide, contrairement à l'hélium liquide, est facile à obtenir. D'abord, l'azote est très abondant. Il y en a 80% dans l'air. Et ne coûte pas très cher à refroidir à l'état liquide. Une petite installation, telle qu'on pourrait en avoir dans son garage, suffit à refroidir l'azote. Il suffit de 2 ou 3 étages de refroidissement pour atteindre l'azote liquide. C'est peu coûteux. Donc, très avantageux. Donc, ça a été un choc. Un choc parce qu'il y a le deuxième truc. La théorie BCS dit que la température critique maximale est de l'ordre de 30 Kelvin. 25 à 30 Kelvin, dans ces eaux-là. Et voilà qu'on en trouvait un à 92 Kelvin. Donc, par quel miracle? D'abord, l'étude de ce matériau montra que les électrons circulaient dans les plans cuivre-oxygène avec des changements de valence du cuivre au fur et à mesure du passage des électrons entre Cu2+, et Cu3+. C'était donc un mécanisme plutôt original de propagation des électrons. On découvrait aussi qu'ils avaient les mêmes propriétés que les supraconducteurs. Donc, pas de surprise, là, c'était bien des supraconducteurs. Effet Meissner, quantification du champ magnétique, gap pour l'état de base et l'état normal, et un comportement typique des supraconducteurs de type 2. Mais la raison de leur supraconduction restait un peu mystérieuse. Alors, il y avait un autre souci, c'est que les perovskites, ce sont des céramiques. Les céramiques, comme on fabrique les assiettes, les pots, etc. C'est cassant. Essayez un peu de faire des fils très fins en céramique. Le moindre petit souffle d'air va les casser. C'est fragile, les céramiques. Et ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème. On aimerait bien trouver des matériaux moins cassants. Donc pour ça, il faut essayer de comprendre pourquoi ces supraconducteurs sont supraconducteurs. Pourquoi à une température aussi élevée. On comprend encore mal. Alors on a beaucoup étudié, beaucoup progressé, surtout au niveau expérimental, phénoménologique. Et dans les différentes études, on a même eu une surprise. Quelque chose de totalement inattendu. À un moment donné, ils ont eu l'idée, saugrenue, de tester une céramique contenant du fer. Donc un composé avec du fer. Le fer est notoirement un poison pour les supraconducteurs, à cause de ses propriétés magnétiques. Ces propriétés magnétiques provoquent des couplages entre électrons, entre atomes voisins, qui sont assez forts pour casser les paires de Cooper. Donc, le fer est un poison pour le supraconducteur. Mettez-en dans n'importe quel alliage supraconducteur, il ne l'est plus. Il n'est plus supraconducteur. Donc, découvrir un supraconducteur dit haute température avec du fer était une énorme surprise et montrait que cette fois, c'est l'inverse. Les propriétés magnétiques des atomes doivent certainement jouer un rôle important dans la supraconduction dite haute température. La recherche continue, donc on continue à étudier leurs propriétés pour essayer de comprendre les mécanismes et en tirer une théorie, une nouvelle théorie, ou une théorie BCS améliorée, qui expliquerait et décrirait la supraconductivité dite HT, dite haute température. C'est important parce que le Graal, la recherche du Graal, c'est la recherche d'un supraconducteur qui serait supraconducteur à température ambiante, qu'on n'aurait même plus besoin de refroidir. Est-ce utopique?
En tout cas, on a battu des records sans arrêt. Depuis 87, régulièrement, on trouve un nouveau composé, ou en faisant varier légèrement les proportions, ou en étudiant des phases cristallines particulières, chaque fois on augmente. On augmente, on augmente, on augmente. Récemment, j'ai lu une actualité où, avec une substance, de telle, je ne sais plus sa composition, qui est supraconductrice à température ambiante. Oui, mais à plusieurs millions d'atmosphères de pression. C'est pas encore l'idéal, évidemment, mais ça montre que la température critique égale à la température ambiante n'est pas utopique. Pour mieux maîtriser cette recherche, savoir où chercher, que chercher, il serait bien de comprendre cette supraconductivité aux températures. Donc, laissons le temps à la recherche, à l'expérience, pour comprendre les mécanismes de cette supraconductivité et comment elle fonctionne. Je suis d'avis, personnellement, que la solution ne tardera probablement plus beaucoup, parce que les données expérimentales se sont vraiment beaucoup accumulées. On a découvert énormément d'aspects importants sur ce processus de supraconduction. Donc, on est sûrement plus très loin de trouver les quelques clés qui vont permettre d'assembler le puzzle et de là construire une théorie. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir une application des supraconducteurs, qui est une application fort importante. C'est la création des jonctions Josephson. Je vous remercie.